restez avec nous dans un instant. Les saisies judiciaires d'animaux de ferme explosent depuis quelques mois. Votre invité Julien est adjoint au directeur de l'OABA, œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir. Bonjour Jimmy Guédard. Bonjour. Merci beaucoup d'être en studio avec nous ce matin pour nous parler du travail que fait l'OABA, association de protection des animaux de ferme, confrontée depuis quelques mois à un phénomène inquiétant, une explosion des saisies judiciaires de bêtes maltraitées, des chevaux, des vaches ou encore des moutons que vous accueillez dans vos refuges. Vous en avez sauvé combien depuis le début de l'année ? Depuis le début de l'année, on est à 1300 animaux. Oui. Sachant que sur l'année 2021, au total, nous étions à 1100 animaux, 1133 précisément, animaux saisis. Donc en moins de 4 mois, vous avez fait plus que de 12 mois de l'année dernière. Exactement. Comment vous l'expliquez ? Alors, il y a plein de raisons, que ce soit structurelles, que ce soit conjoncturelles, ne serait-ce que par le contexte actuel, qui est la guerre en Ukraine. Mais aussi le côté structurel, c'est-à-dire le monde agricole qui est en crise depuis un nombre d'années assez incalculable. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'OABA est obligé de refuser de prendre en charge certains animaux. Pas plus tard que hier, on a refusé une saisie de 200 animaux parce qu'on n'a pas les moyens. Vous n'avez plus de place dans vos fermes d'accueil ? On n'a plus de place d'un point de vue effectif, mais aussi d'un point de vue financier. Sinon, on serait obligé de mettre en péril la trésorerie de l'association. Et donc de mettre en péril aussi les animaux qu'on a déjà sous notre garde. En effet, si ce rythme se poursuit, le nombre d'animaux saisis va être multiplié par 4 d'ici la fin de l'année. C'est colossal. Vous avez mentionné la guerre en Ukraine. C'est un accélérateur. On sait que ses conséquences font exploser les prix des céréales, des intrants, des engrais. C'est aussi pour ça que les éleveurs n'arrivent plus à nourrir correctement leurs bêtes ? Exactement. Alors après, tous les éleveurs ne sont pas pointus du joie. Ça, déjà, il faut le dire, c'est une minorité. Mais effectivement, oui, cette augmentation des prix du blé, mais aussi des carburants, qui est essentielle au bon fonctionnement d'un exploitant agricole, fait que ils n'arrivent pas tous les jours à joindre le relais debout et que ils vont forcément nourrir un petit peu moins leurs bêtes, ce qui va causer des petits problèmes au niveau vétérinaire. Mais vu qu'ils n'ont pas spécialement plus spécialement les moyens de payer le vétérinaire, ils vont reporter les soins et de fil en aiguille, on arrive. C'est un engrenage. Voilà, exactement. Cette maltraitance, elle recouvre quoi le plus souvent ? Ça peut être du manque de nourriture, mais ça peut être aussi le fait de les parquer dans des endroits qui sont plus petits par rapport à l'espace vital dont a besoin l'animal. Évidemment, c'est différent selon que ce soit un mouton ou une vache, mais voilà, ça peut prendre diverses facettes. Des sévices également ? Oui, des totalement. Violences volontaires d'agriculteurs qui perdent pied psychologiquement face à leurs difficultés ? On en a. Effectivement, c'est pas la majorité, mais il y en a. Après, la plupart du temps, ce sont des problèmes sociaux et économiques de l'agriculteur qui entraînent justement ce déni, on va dire, du bien-être animal. Qui va du coup où on va arriver sur des maltraitances. Et ces difficultés, vous en parlez directement avec les agriculteurs que vous rencontrez ? Ils s'ouvrent à vous assez facilement quand bien même vous êtes là pour saisir leurs propriétés, leurs animaux ? Tout dépend, encore une fois. Il y a effectivement des agriculteurs qui sont coopératifs, qui comprennent effectivement qu'ils font du mal à leurs bêtes et il est mieux pour eux de s'en débarrasser à un moment donné. Et il y a effectivement d'autres agriculteurs qui eux ne souhaitent pas comprendre et où les retraits sont beaucoup plus compliqués effectivement. Dans quel cadre intervenez-vous ? Toujours sur demande de l'État. On intervient soit avant le jugement, soit après le jugement. Si c'est avant le jugement, c'est parce qu'il y a une situation d'urgence pour les animaux. Donc là, c'est le procureur de la République qui nous demande d'intervenir avant le jugement. Et si c'est après le jugement, c'est parce qu'il y a eu une peine de confiscation des animaux. Et donc là, il faut exécuter cette peine. Et c'est à l'OABA, entre autres, avec la fondation Brigitte Bardot, d'exécuter cette décision. Tout simplement parce que l'État aujourd'hui n'a pas la structure, que ce soit pour saisir les animaux, mais aussi pour les garder à long terme. Ouais, et justement, qu'est-ce qu'ils deviennent ces animaux, chez vous en tout cas ? Il y a deux types de procédures, parce que l'OABA n'est pas une association qui est abolitionniste, c'est-à-dire qu'on est réformiste, on est même toujours d'accord avec le principe de l'élevage, mais par contre, on souhaite que soit pris en compte le bien-être animal dans cet élevage, mais aussi à l'abattage. Et donc, soit les animaux vont rejoindre le circuit classique une fois qu'ils auront été remis on va dire dans de bonnes conditions de vie, c'est-à-dire que ce soit physiquement mais aussi en termes de stress parce qu'ils ont été beaucoup stressés, et donc dans ces cas-là on les confie à des éleveurs qui sont partenaires et qu'on connaît bien, ou alors effectivement on les intègre dans ce qu'on appelle le troupeau du bonheur. Et à ce niveau-là, ça veut dire que les animaux vont intégrer là aussi des fermes partenaires et vont finir leur vie jusqu'à ce qu'ils meurent de façon naturelle, sans être ni exploités ni envoyés à l'abattoir. Oui. Comment êtes-vous averti d'une possible situation de maltraitance ? Alors, on est averti soit par des particuliers
Ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être des voisins qui passent, qui remarquent qu'un cheval qu'ils ont bien connu, bien portant il y a 2 ans et a aujourd'hui la peau sur les os. Exactement, ça peut être ça. Alors ça peut être aussi les professionnels, puisque les éleveurs sont assujettis à un certain nombre de contrôles par année, que ce soit de vétérinaires, mais aussi les services de la préfecture qui font des contrôles, on va dire inopinés dans des élevages. Et donc effectivement, voilà, c'est par ces biais-là principalement que nous sommes informés. Oui. Est-ce qu'en ce sens, la loi de lutte contre la maltraitance animale qui a été promulguée, je crois en novembre dernier, fait une réelle différence puisqu'elle renforce, je crois, le rôle des lanceurs d'alerte? Effectivement, c'est une avancée certaine. Il y a encore beaucoup de choses à faire à ce niveau-là, notamment d'un point de vue justement pour récupérer les animaux et pour les faire vivre derrière. Mais après, effectivement, oui, c'est une avancée qui n'est pas négligeable, ne serait-ce que d'un point de vue sociétal. Oui. Est-ce que, à l'image de ce qui s'est passé après le mouvement MeToo et les agressions sexuelles faites aux femmes, vous avez le sentiment que cette explosion du nombre de saisies, comment dire, elle correspond pas forcément à une réalité nouvelle, mais simplement la parole s'est libérée d'une certaine manière. Les acteurs du milieu de l'élevage ou les voisins, comme vous les expliquez, ont moins de scrupules à appeler? Je pense qu'il y a une prise de conscience effectivement, alors qui est beaucoup moins importante que le phénomène MeToo. Mais effectivement, il y a une vraie prise de conscience sur le bien-être animal. Après, est-ce que c'est pour ça qu'il y a plus de dénonciations, des maltraitances? Il y en a eu, il y en aura. On espère qu'il y en aura le moins possible, bien évidemment, et qu'on prenne en compte ce nouveau phénomène est très important, oui. Vous nous disiez au tout début de l'interview que vous êtes arrivé à un point où vous ne pouvez plus accepter de nouveaux animaux. Vous nous disiez que pas plus tard qu'hier, vous avez dû en refuser 200. Est-ce que vous coordonnez avec les autres associations qui font le même travail que vous? Aujourd'hui, d'un point de vue national, il n'y a que la Fondation Brigitte Bardot qui peut également recevoir ces animaux, car il s'agit uniquement des associations reconnues d'utilité publique, ce qui est le cas de l'OABA et de la FBB. Mais après, effectivement, oui, il y a une coordination avec les associations plus locales si on arrive à les identifier, parce que c'est pas toujours simple non plus. Mais on essaye de faire au mieux, ce qui est parfois compliqué. Est-ce que vous échangez, à l'inverse, avec les représentants du monde agricole, la FNSEA par exemple? Complètement. L'OABA est aussi, a parmi ses missions, aussi une mission de concertation avec les autorités et les ministères, où sont effectivement présents les associations animalistes, mais aussi les partenaires agricoles, dont la FNSEA. Donc vous faites de la prévention Exactement. On travaille en amont, mais aussi en aval, pour justement maîtriser le sujet de fond en comble et essayer effectivement de l'éradiquer. Merci beaucoup, Jimmy Guedar, adjoint au directeur de l'OABA, d'avoir été avec nous ce matin. Je précise à nos auditeurs qui souhaiteraient, vous avez parlé du financement, mais soutenir vos actions, qu'ils peuvent faire un don directement sur votre site internet oaba.fr. Excellente journée à vous. Merci beaucoup. Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.